Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 25 juin 2025, bonjour et bienvenue. Ciel partiellement nuageux sur Bamako où 33 degrés sont attendus comme température maximale. Au cours de la journée, le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 24 degrés affichés en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, suite de la visite officielle du président de la transition en Russie, première retombée concrète de cette visite officielle du chef de l'État, la mise en place d'une commission intergouvernementale qui a tenu sa toute première réunion. À l'issue de cette réunion, un chronogramme de mise en œuvre des accords signés est élaboré. Ces travaux ne tarderont pas à donner des résultats tangibles sur les domaines de développement de notre pays. Le chef de l'État a profité de sa visite pour rencontrer nos compatriotes vivant en Russie. Le film d'une intense journée présidentielle avec nos envoyés spéciaux dès le début de cette édition. Autre titre de l'actualité de ce mercredi 25 juin 2025, direction Burkina Faso où la réforme judiciaire qui vient d'avoir le quitus du Parlement de transition ambitionne d'introduire une certaine célérité dans le traitement des dossiers. Et puis chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly poursuit son dossier sur le plastique, une matière qui pollue de manière préoccupante notre environnement. Aujourd'hui, il est question de miser sur l'éducation environnementale de la jeunesse pour sauver l'avenir. Enfin, en sport football, on parlera des Jeux de l'AES et de la Coupe du monde des clubs en nouvelle version. La compétition se poursuit aux États-Unis d'Amérique. Et puis, nous évoquerons cette terrible nouvelle pour les fans et les supporters de l'Olympique lyonnais, relégué hier en deuxième division par la Direction nationale du contrôle de gestion pour raison de dettes impayées. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Aridju Matina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre au terme d'un projet d'accord conclu au Kremlin sur fond des visites officielles du président Goïta. Une commission intergouvernementale a été mise en place. Le ministre de l'économie et des finances, Alousseinou Sanou, est président de la commission pour la partie malienne. Son homologue russe en charge du développement pilote la commission côté russe. Les deux parties se sont retrouvées au compte de la première réunion. Il s'agissait de mettre en place un chronogramme pour la mise en œuvre des différents accords signés. La rencontre a été suivie par nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou Pérou et Sidiki Balou. À peine l'annonce faite au Kremlin, la commission intergouvernementale émerge avec détermination. Le ministre de l'économie et des finances du Mali, président de la commission, se trouve en étroite collaboration avec le ministre de l'énergie et de celui du développement économique de la Russie. Ensemble, les ministres dessinent les contours d'une coopération promoteuse. Alousseinou Sanou, ministre de l'économie et des finances. Nous venons de tenir la première réunion intergouvernementale sur les fondements de la coopération russo-malienne. Il s'agit donc à la suite de la décision des deux chefs d'État pour mettre en place une commission intergouvernementale chargée de traiter de toutes les questions liées à la relation de coopération entre le Mali et la Fédération de Russie. Mon homologue russe chargé des questions d'énergie, qui est le président du côté russe, m'a invité pour une première séance de travail pour marquer le coup et montrer donc l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre donc toute la vision que les deux chefs d'État ont. C'est ainsi qu'il a été décidé donc de tenir une première réunion dans les 6 mois à venir à Bamako pour essayer de faire avancer les sujets, que ce soit les sujets d'ordre économique, politique, diplomatique et tout. Et c'est d'ailleurs ainsi que nous nous sommes engagés à nous retrouver par visio le 6 du mois prochain pour pouvoir tenir un calendrier et de définir un contenu, de définir les différentes sous-commissions qui doivent être créées, de déterminer les présidents de ces différentes sous-commissions, chaque commission devant travailler sur des sujets précis. Cette étape cruciale permettra non seulement de suivre l'avancement des projets, mais aussi d'assurer une coordination efficace entre les deux parties. On a créé une commission intergouvernementale chargée des questions économiques, commerciales, scientifiques et techniques. Donc cette commission que je préside également du côté malien
est présidée du côté russe par le ministre du Développement économique. On a fait le point de la coopération et nous nous sommes félicités donc des avancées que nous avons eues au plan commercial, notamment dans le commerce du blé entre le Mali et la Fédération de Russie. Et nous avons décidé d'étendre cette coopération sur d'autres produits comme l'engrais et les produits pétroliers. Le cadre ainsi structuré sera une boussole pour guider nos initiatives, a souligné Alsone Sanou, insistant sur l'importance d'une coopération bénéfique qui saura répondre aux aspirations de leurs nations respectives. Moscou, Garibou, Pérou, Sidiki Balo pour l'ORTM. Oui, au cours de cette visite, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a donc eu l'occasion de s'adresser à nos compatriotes dans un cadre d'espoir. Le poids de l'histoire, de l'engagement et des aspirations du peuple malien s'est clairement fait sentir dans les messages du président de la transition. Je vous propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux Garibou Pérou, Sidiki Balo et Adama Kamara. La dynamique de l'ES repose sur la jeunesse. Il faudra décoloniser les mentalités. Parce que tant que vous êtes complexé, tant que vous avez peur de faire face à ces gens-là, ça n'ira pas. Ce n'est pas des diables, c'est des individus comme nous. Ce combat-là, c'est le combat de la jeunesse. Et ce n'est pas un combat pour une année, détrompez-vous, c'est pour une éternité. Il faut vous défendre, il faut réclamer vos droits, il faut défendre vos droits. Il faut défendre votre pays, votre nation. C'est le minimum qu'on vous demande. De quoi avez-vous peur? Tout ce comment se joue au niveau de la jeunesse. Nos grands-parents, là, nous accompagnent seulement, font des bénédictions, mais le risque, là, c'est nous. Si vous avez peur de prendre le risque, je crois que mieux vaut abandonner le combat, quoi. On va déconstruire un système qui nous a été imposé pendant 60 ans. C'est de ça qu'il s'agit. On est contre personne, on se défend nous-mêmes. On veut qu'on soit respecté, on veut que nos autres aussi soient respectés. On n'a insulté personne, on n'a offensé personne. Mais si on vous dit que non, si vous faites ça, les Blancs vont vous tuer, les Blancs vont vous faire ceci, cela, c'est tant pis pour vous. Mais de quoi vous avez peur? Il faut faire ce combat-là. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une question d'état d'esprit. Ça n'est qu'à faire. N'est que faire bani. Et tout se joue là-bas. Effrayer les gens sont complexés. Tout ça, c'est l'état d'esprit. Tant que votre mental est faible, c'est-à-dire que vous n'irez nulle part. Donc, un mental en acier. Ce combat, c'est la jeunesse. Si les gens pensent que ça, c'est le combat du président Tchani, c'est le combat du président Traoré, c'est le combat du président Goïta. Non, c'est pour l'éternité. Nous, on va commencer. Mais si certains, d'autres doivent prendre la relève. Voilà, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition à l'instant, le chef de l'État intervenait devant nos compatriotes vivant en Russie. Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux en Russie. De l'actualité à Bamako ici, nous retenons cette série d'audiences à la primature. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a successivement reçu hier une délégation de l'UMAV, une délégation de la Chambre consulaire régionale de l'UOMA et une délégation du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Si l'Union malienne des aveugles UMAV était venue saluer et remercier le gouvernement pour les efforts en faveur des personnes vivant avec un handicap, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et la Chambre consulaire régionale de l'UOMA étaient venus rendre une visite de courtoisie au chef du gouvernement. Le Premier ministre a salué les visiteurs du jour pour leur démarche avant d'échanger avec eux sur la vision du président de la transition. La synthèse de cette série d'audiences, c'est avec Mamadi Koné et Ali Outouri. Présente à Bamako dans le cadre de sa rencontre trimestrielle, la délégation de la Chambre consulaire et régionale de l'UEMOA est venue rendre une visite de courtoisie au Premier ministre chef du gouvernement. Occasion pour la présidente de la Chambre de rappeler les missions assignées à ces regroupements dans le cadre du renforcement de la compétitivité du secteur privé au sein de l'espace communautaire. Elena Nozoloni Ambalo, présidente de la Chambre consulaire et régionale de l'UEMOA. Le Mali, comme nombre de pays de l'Union, déploie d'importants efforts pour relancer son économie et améliorer la résilience de son secteur privé. C'est pourquoi nous souhaitons vivement bénéficier de votre soutien aux initiatives et projets concrets lancés par la CCR-UMOA, un soutien aux réformes facilitant le climat d'affaires. Pour le Premier ministre, le choix de Bamako pour abriter cette rencontre est une marque de considération pour notre pays. Il a aussi salué le secteur privé malien pour tout ce qu'il fait pour la population. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La vision du chef de l'État, élaborée suite aux assises nationales de la refondation, est de préserver et de protéger la souveraineté nationale. Pas seulement sur le plan de la défense et de la sécurité, mais d'abord et avant tout également sur le plan économique. Donc nous attachons énormément d'importance au secteur privé pour défendre la souveraineté malienne
Ceci dit, nous souhaiterons également qu'au niveau de l'UEMOA, que cette notion de défense et de prise en compte des intérêts vitaux des peuples ouest-africains, étant membres de l'UEMOA, soit également préservée. La Chambre consulaire et régionale de l'UEMOA, qui regroupe les organisations du secteur privé de l'Union, est un outil au service de l'intégration régionale. Le Mali assure la vice-présidence à travers le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. En début de matinée, le Premier ministre a reçu une délégation de l'Union malienne des aveugles, UMAV, élargie à la Fédération nationale des personnes handicapées du Mali. L'UMAV est venu saluer et remercier le gouvernement pour les efforts consentis en faveur de la promotion des personnes handicapées au Mali. Toutefois, la délégation en a profité pour évoquer certaines préoccupations comme la mévente de la production des craies et des serpillères de la Société de production des aveugles Sopram, ainsi que l'organisation de l'édition 2025 du Handi Festival en cette année consacrée à la culture. Adji Bari, président de l'UMAV. Nous voulons vraiment compter sur l'État afin de nous aider à pallier l'absence des partenaires. Qu'est-ce que le Premier ministre vous a promis? Il nous a rassuré que l'État du Mali est prêt à nous accompagner et cela ne nous surprend pas parce que nous savons que depuis l'arrivée de la transition, ils sont en train de s'impliquer pour une émergence de toutes les couches, mais surtout des personnes vivant avec handicap. La dernière audience du jour est accordée à une délégation du bureau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, conduit par son président Habib Silla. Cette fêtière est venue apporter son soutien au chef du gouvernement et à toute la transition. Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Nous avons le message de ces nombreux compatriotes qui nous demandent de transmettre leur soutien, leur solidarité avec le pays grâce aux réformes, grâce aux nombreuses initiatives. Aujourd'hui, Maliens de l'extérieur que nous sommes, nous avons un autre niveau de considération auprès, en tout cas, de nos pays d'accueil. En réponse, le chef du gouvernement dira que la présence des Maliens de l'extérieur au CNT et au Conseil économique et social, environnemental et culturel s'inscrit dans le cadre de la promotion de nos compatriotes établis à l'extérieur. Aux différentes préoccupations soulevées par rapport à l'accès aux documents administratifs, le Premier ministre a donné l'assurance qu'avec l'opérationnalisation de l'Agence nationale de sécurisation des actes d'état civil, on s'achemine vers une solution définitive à ces problèmes. Le général de division Abdoulaye Maïga a invité les Maliens établis à l'extérieur à la cohésion et à aller vers une culture d'entreprise. Selon lui, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ne doit pas être seulement un cadre de promotion d'idées. AES, actualité. Le premier volet de l'actualité AES nous conduit au Burkina Faso où les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté 2 projets de loi visant à réformer le système judiciaire burkinabé. Le premier texte porte sur l'organisation judiciaire tandis que le second concerne le code de procédure pénale. Ces réformes visent à améliorer la célérité dans le traitement des dossiers et à alléger la lourdeur administrative. Plusieurs innovations ont été introduites afin de rendre la justice plus efficace et accessible. Les précisions de Zidukael Kafando de la Radio nationale du Burkina Faso depuis Ouagadougou. La loi portant organisation judiciaire adoptée à l'unanimité par l'Assemblée législative de transition comporte plus de 100 articles. Cette loi dispose de plusieurs innovations selon le ministre en charge de la justice, Idassou Rodrigue Bayala. En ce qui concerne la loi sur l'organisation judiciaire, il y a d'abord la création de chambres criminelles auprès des tribunaux de grande instance. Alors avec l'organisation judiciaire aujourd'hui et la création des chambres criminelles et l'institution du crime flagrant comme le flagrant délit, bien entendu, il sera possible d'aller directement au jugement sans passer par l'instruction obligatoire. Deuxième innovation, c'est la création de tribunaux de travail auprès des 27 TJ qui comptent notre pays. Vous avez la plus grande innovation qui est le fait qu'aujourd'hui, nous pouvons tenir des audiences dans l'une de nos langues nationales. Vous avez aussi une autre innovation qui est la possibilité aujourd'hui de faire des jugements par visioconférence. La seconde loi, qui comporte environ 900 articles, porte sur le code de procédure pénale. Vous avez d'abord, dans le nouveau code de procédure pénale, 3 modes, qu'on peut dire 3 mesures alternatives aux poursuites ou à l'emprisonnement. Donc dès qu'une infraction est commise, il ne s'agira pas tout de suite de dire que l'auteur est enfermé ou l'auteur est poursuivi. Il s'agirait d'abord de tenter ces 3 mesures alternatives aux poursuites et à l'emprisonnement avant d'aller véritablement dans la procédure et au jugement. Il y a également l'impossibilité aujourd'hui maintenant d'extrader un national burkinabé vers l'étranger.
même s'il a commis l'infraction à l'extérieur et qu'il se retrouve sur la terre du Burkina Faso, il peut être jugé par nous. Bien entendu, nous sommes dans un contexte qui est marqué par le terrorisme. Nous avons un pôle antiterroriste qui juge les personnes poursuivies pour le fait de terrorisme. Les innovations concernent essentiellement la non-libération des personnes qui sont poursuivies pour des infractions de terrorisme ou assimilées, tant que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées. À travers les réformes engagées dans le secteur de la justice, le Burkina Faso entend impulser plus de célérité dans le traitement des dossiers afin de mieux répondre aux attentes des populations. Oui, l'autre volet de l'actualité AES nous conduit au Niger, où, en mission dans la région de Maradi, le ministre du Commerce et de l'Industrie Abdoulaye Saïdou a rencontré les opérateurs économiques et les acteurs de la société civile en présence du gouverneur de cette région. Le compte-rendu est signé Sanda Nataï de la Voix du Sahel. Cette rencontre entre le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, les opérateurs économiques, les acteurs de la société civile, les commerçants, les cadres techniques régionaux a été un cadre d'échange et de sensibilisation sur les préoccupations de l'heure. À l'entame de cette rencontre, le ministre du Commerce et de l'Industrie a tout d'abord eu une pensée particulière à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur dans les missions de la défense de la patrie. La conception et la vision du chef de l'État sur la question des ressources naturelles. Pour lui, ces ressources doivent être exploitées pour le bonheur de notre peuple. C'est ce qui explique également les décisions fortes, courageuses qui ont été prises. La nationalisation de la Somalie qui vient s'ajouter déjà à la création des deux sociétés d'État d'exploitation dans le domaine de l'or et dans le domaine des mines. Et par rapport aux intérêts du Niger, tous les sacrifices seront consentis. Les actions concrètes et salvatrices qui font la fierté des Nigériens, dont cette opération vente du ciment à prix modéré, traduisent éloquemment cette vision du chef de l'État qui requiert le soutien et l'adhésion de toutes les couches socio-professionnelles du pays, a-t-il conclu. Un mot de l'actualité hors des frontières de la Confédération de l'AES et direction RDC. Un mois après son retour en territoire congolais, l'ancien président Joseph Kabila a quitté pour la première fois Goma, la capitale du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Il s'est rendu de l'autre côté du lac Kivu, à Bukavu, capitale du Sud Kivu, également sous le contrôle du groupe politico-militaire AFC M23. C'est un déplacement qui n'était pas acquis. La ville reste marquée par les explosions meurtrières du 27 février dernier, survenues juste après un meeting de Corneille Nangaa, coordinateur de l'AFC M23. Contrairement à Goma, il ne devait pas rester longtemps. Son programme prévoit une série de consultations, notamment avec des membres de la société civile, des religieux, des chefs coutumiers, des acteurs économiques et du monde académique. Ouganda, le président Yoweri Museveni, âgé de 80 ans et au pouvoir depuis 1986, sera candidat à sa réélection. C'est ce qu'a annoncé hier son parti dans un communiqué. Les élections générales auront lieu l'année prochaine en Ouganda. La répression de l'opposition à l'approche des scrutins suscite des inquiétudes de la part des Nations Unies et des organisations de défense des droits humains. Bobi Wine, ancien chanteur et visage de l'opposition à Yoweri Museveni, a déclaré qu'il serait un nouveau candidat. Considéré comme le principal rival lors de la présidentielle de 2021, il a été plusieurs fois arrêté ou assigné à résidence ces dernières années. Gaza, les secours annoncent 46 morts dans des tirs israéliens près des centres d'aide. Les 46 personnes qui attendaient de l'aide ont été tuées dans des tirs israéliens dans les territoires palestiniens, affamés par plus de 20 mois de guerre. Le Qatar, l'Allemagne et la France ont insisté sur l'importance d'une trêve à Gaza. En parallèle du cessez-le-feu annoncé par les États-Unis entre Israël et Iran, le Premier ministre du Qatar, pays médiateur entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, a notamment affirmé que Doha travaillait à la reprise des négociations en vue d'un nouveau cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Tout a été fait pour ne pas contrarier Donald Trump qui participe au sommet de l'OTAN à La Haye aujourd'hui. Mais jouera-t-il le jeu? Suspendu aux réactions de l'imprévisible président américain, les pays de l'Alliance Atlantique doivent confirmer une augmentation inédite de leurs dépenses militaires à cette occasion. Rarement les retrouvailles annuelles des 32 membres de l'OTAN se seraient tenues au carrefour de tant de conflits, guerre en Ukraine, à Gaza et fragile cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. La séance de travail entre chefs d'État et de gouvernement a été condensée en moins de 3 heures. Aiguillonnés par Donald Trump, les membres de l'OTAN vont s'engager à augmenter drastiquement leurs dépenses en matière de défense pour atteindre au moins 5% de leur PIB à l'horizon 2035. La page sport dans un instant.
Foot français, pour commencer, terrible nouvelle pour les fans et les supporters de l'Olympique lyonnais. Relégué hier en 2e division par la Direction nationale du contrôle de gestion pour problème de dette impayée. Réception technique hier du nouveau centre technique du Mali construit au niveau de la zone aéroportière dans le cadre du projet Forward FIFA. C'est un joyau architectural, un des rares en Afrique de l'Ouest, qui va contribuer au développement du football malien. Les Jeux de l'AES à Bamako, la compétition se poursuit ce mercredi. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Alidjo Matina. Commençons par les premiers Jeux de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, à Bamako. Hier mardi, il y avait au programme le taekwondo. À l'issue de la compétition de combat, c'est le Niger qui monte sur la plus haute marche du podium avec 5 médailles. 3 or, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. Le Burkina Faso se classe 2e avec 2 or et 3 médailles de bronze. Et le Mali termine 3e avec 5 médailles, 4 argent et 1 médaille de bronze. Les Jeux se poursuivent aujourd'hui avec les finales de la lutte traditionnelle et du judo. Aussi, ce mercredi, en football, au compte de la 3e journée, les cadets burkinabés affrontent ceux du Mali, coup d'envoi 16h30 au stade Mamadou Konaté. Au terme de cette rencontre, on connaîtra les 2 nations qui se qualifieront pour la finale. Football, après les demi-finales de la Coupe du Mali des dames, marquées par les qualifications de l'AS Mandin et de l'USFAS pour la finale, place au Caridas du championnat national ce mercredi à 16h au stade Wenzen Koulibaly. Amazon de la commune 5 affronte AS Mandin. Et à 18h15, toujours au même endroit, l'USFAS sera face au Super Lyon. Le centre technique du Mali, un ambitieux projet voulu par la Fédération malienne de football, vient de franchir une étape importante. Hier mardi, la réception technique de l'infrastructure de grande portée financée par la FIFA dans le cadre de son projet Forward a eu lieu et c'était en présence d'une délégation de la FIFA conduite par notre compatriote Fatou Kamara, membre du bureau régional de la FIFA basé à Dakar. Fatou Kamara. Dans la droite ligne de la vision de notre président Gianni Infantino qui est de rendre le football véritablement mondial, le Forward est le programme phare de la FIFA. Et c'est dans le cadre de cette vision-là que la fédération a jugé nécessaire de réaliser ces centres techniques-là. Sincèrement, ça va être l'un des meilleurs centres techniques de notre sous-région. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la réception technique en vue de la réception provisoire bientôt des bâtiments et suivra l'inauguration de ce joyau qui a pris forme. Le projet, on l'a fait sur 4 lots. Il y a un lot qui concerne l'hôtel R+5, qui sera un hôtel de 4 étoiles. Ensuite, vous avez 2 dortoirs, 3 terrains, dont 2 naturels et 1 terrain synthétique. Il y a l'administration, il y a l'amphithéâtre, 2 salles de formation. Ensuite, il y a une unité médicale, il y a une salle de gym. Moussa Sylvain Diakité, vice-président de la Fédération malienne de football. Ce centre, c'est l'avenir du football malien. Et ça a été approuvé, financé, accompagné par la FIFA. Donc c'est au centre même du développement du football malien. On doit faire encore un 2e projet qui va concerner le stade. On veut faire un stade ici, moderne, de 10 000 à 15 000 places. Le projet est presque approuvé et maintenant nous attendons de mettre en place les détails pour commencer l'exécution. Donc nous sommes dans notre rôle de régulateur, d'animateur pour développer le football malien. Coup de tonnerre dans le football français. Le club de football, l'Olympique lyonnais, est relégué en 2e division. La DNCG, le gendarme financier du football français, a confirmé hier mardi la rétrogradation de Lyon la saison prochaine. Malgré les explications des dirigeants lyonnais, John Textor, propriétaire du club, et Michael Gerlinger, directeur sportif, le gendarme financier a décidé la relégation de Lyon, qui avait, selon des sources, une dette de 150 millions d'euros. Un chiffre que le club a tenté de réduire, mais cela n'a pas suffi. Le foot français est donc sous le choc, mais Lyon peut encore faire appel par rapport à la décision. Chronique de l'environnement. Les enfants face au plastique, éduqués pour agir. Si la loi interdisant les sachets plastiques peine encore à être appliquée dans notre pays, une lueur d'espoir se dessine à l'horizon, celle d'une jeunesse éduquée à la protection de l'environnement, en intégrant l'éducation environnementale dans le cursus scolaire, en théorie comme en pratique, et en valorisant l'implication des enfants dans les actions écologiques. Il est possible de bâtir un avenir plus responsable, une dynamique soutenue par plusieurs voies, qui plaide pour une action multisectorielle où l'éducation joue un rôle de premier plan. Chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly.
La pollution plastique est devenue un fléau mondial. Au Mali, malgré l'adoption de la loi interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques, son application reste limitée. Une situation préoccupante qui appelle à des solutions novatrices, durables et surtout inclusives. Selon Dr Ba Keïta, médecin spécialiste en maladies respiratoires, président du Club des Amis pour la protection de la santé et de l'environnement à la Fondation Santé Environnement, parmi ces solutions, l'éducation des enfants à la cause environnementale apparaît comme une piste essentielle. Le premier pas consiste d'abord à pouvoir, au niveau de la cellule familiale, d'abord, quand ils voient papa et maman en train d'arroser le jardin, en train de prendre soin des plantations qui sont dans la maison. Déjà, il y a un avant-goût pour les enfants. Le deuxième élément est beaucoup plus institutionnel, qui porte sur le fait que nous devrions, ça se faisait avant, mais nous devrions de façon coordonnée et de façon harmonisée, qu'il y ait une place de tout ce qui touche en termes d'information, en termes de communication, en termes de savoir-faire dans le cursus des enfants, depuis les premiers cycles jusqu'au cycle fondamental. Pour que les enfants apprennent, n'est-ce pas, d'une part, à reconnaître la nature, d'autre part, à s'y intéresser, et troisième élément, à pouvoir l'adorer et aller de l'avant. Nos écoles, du fondamental au secondaire, doivent devenir des incubateurs de conscience écologique, comme en témoigne Alfousseini Kamesoko, directeur coordinateur de l'école fondamentale d'Arsalam, premier cycle. Les enfants sont très importants dans la gestion, n'est-ce pas, des déchets plastiques. Les enfants, la manière dont ils ont appris à recycler ces déchets plastiques-là, à diminuer vraiment non seulement les saletés dans la cour, mais aussi le recyclage aussi a beaucoup intéressé, n'est-ce pas, les enfants par rapport à leur utilisation. Et le milieu non seulement est assaini, mais aussi nous avons profité, n'est-ce pas, des déchets plastiques. Boubacar Keïta, élève. J'ai appris à entretenir les jeunes plantes, le jardinage et le recyclage des déchets plastiques parce que ça nous apprend à rendre l'environnement propre. Mais pour donner de l'ampleur à ces initiatives, l'accompagnement des ONG est fondamental. Diallo Oumou Modibo Keïta, directrice exécutive de Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. Principalement sur l'éducation environnementale, nous pouvons dire que nous avons même deux volets, à savoir éco-école, qui consiste au préalable à former les enfants en leur inculquant un comportement éco-citoyen, en leur inculquant l'amour de la nature, mais surtout en leur outillant pour qu'ils puissent faire face aux effets néfastes du changement climatique, mais qu'ils puissent s'adapter et comprendre les enjeux, surtout le rôle qu'eux ils peuvent jouer pour faire face à tout cela. Donc ça consiste à être avec les enfants tout au cours de l'année, mais surtout faire la théorie et la pratique. Et en mettant des clubs verts dans les établissements scolaires, ça permet aussi aux enfants de s'engager autrement. Les enfants sont le présent actif et l'avenir assuré. En les plaçant au cœur de la lutte contre les plastiques, nous construisons une société où la protection de l'environnement ne sera plus un slogan, mais un réflexe. Voilà, à cette heure passée de 28 minutes à Ourikila se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos, 13h. Vous retrouverez Aïssata Saliou Maïga. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Mohamedou Keïta. Les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.